Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette synthèse hebdomadaire des matières premières. Je suis Maxime Ratura, analyste marché chez XTB France. Les tensions internationales continuent de prendre leurs effets sur les matières premières. On va avoir l'occasion d'étudier ces effets sur l'or, le cacao, le maïs et le pétrole. Et nous allons commencer sans plus tarder par le premier volet qui porte sur l'or. La baisse de l'inflation et du dollar ravive la demande. Alors c'est un point que nous allons aborder après, mais on va rappeler que l'or se maintient à des niveaux élevés pour une raison principale, c'est qu'il y a une très forte incertitude sur les conditions du commerce international. Donald Trump a fortement déstabilisé les conditions des échanges entre les pays du monde entier et les États-Unis, et donc cela se reflète à travers les prix de l'or, qui, je le rappelle, est l'actif de référence pour se hedger contre ce type d'incertitude. On a pu observer que l'or a atteint un plus haut historique et ensuite subi un léger retracement. C'était principalement en raison d'une recherche de liquidité des spéculateurs qui est généralement observée sur l'or lorsqu'il y a de fortes tensions. Mais il y avait également, vous pouvez le voir sur le graphique à votre écran, une attractivité croissante du rendement des obligations d'entreprise. Vous avez ici en bleu le prix de l'or et ici en rouge la prime de risque, donc c'est-à-dire le rendement excédentaire des obligations d'entreprise sur les taux à 10 ans américains. C'est une courbe inversée et on peut voir qu'il y a une relative corrélation entre ces deux courbes. En effet, les obligations d'entreprise sont également, au même titre que l'or, un hedge contre l'incertitude. Et lorsque donc ici la courbe baisse, donc c'est-à-dire que la prime de risque augmente, eh bien les obligations sont un petit peu plus intéressantes que l'or, donc on peut généralement avoir cet effet d'abaissement de la valeur de l'or lorsqu'on a ce type de corrélation. Mais eh bien, l'or a récemment repris sa hausse. C'est pour deux raisons principales. Tout d'abord, la faiblesse du dollar. Donc le dollar a très fortement baissé par rapport à un panier d'actifs de référence et notamment face à l'euro. Cela a conduit à la baisse des valeurs des réserves de change des différentes banques centrales à travers le monde. Et donc ces banques centrales pourraient procéder à un ajustement de ces réserves. Et cet ajustement pourrait se traduire par une augmentation de leur demande pour l'or. On a un deuxième facteur très important également. Chiffre de l'inflation cette semaine, donc l'IPC et l'IPP aux États-Unis qui ont été en baisse par rapport à ce qui était attendu, et cela est notamment dû à la faiblesse économique qui a été constatée à la suite des annonces de Trump qui ont un petit peu entaché la volonté des acteurs économiques à continuer à poursuivre leur activité en attendant d'avoir un petit peu plus de visibilité sur ce qui va se passer pour les différentes politiques économiques. Et bien voilà, cette situation pourrait conduire les marchés, la Réserve fédérale à baisser ses taux. Et les marchés monétaires, en tout cas, ont pricé cette réaction de la part de la Banque centrale. Actuellement, eh bien, le marché intégrerait 3 baisses de taux en 2025 contre 2 auparavant. En revanche, pour l'instant, Jérôme Powell ne s'est pas exprimé sur une quelconque volonté de la part de la Réserve fédérale de procéder à cette baisse de taux. Elle a très peu de chances d'arriver d'ici la prochaine réunion de la Fed le 19 mars, mais elle pourrait avoir lieu dans les prochaines réunions. Le cacao, passons au cacao. Alors on a une annonce de la part de Hershey, qui est l'un des principaux producteurs, qui a annoncé que selon l'entreprise, le marché des contrats à terme est affecté par un très fort manque de liquidité, et donc cela influence la volatilité de manière négative. Donc c'est-à-dire que la volatilité est beaucoup plus élevée que ce que les fondamentaux nous l'indiqueraient. Puisqu'effectivement les marchés physiques, donc à travers le ratio stock sur utilisation, nous indiquerait plutôt que la valeur fondamentale du cacao devrait normalement se situer entre 3 000 et 5 000 $ par tonne, donc c'est bien inférieur au prix actuel du cacao. On a un nombre de positions ouvertes sur un an qui a chuté de 51%, voilà ce qui témoigne de ce manque de liquidité et cette irrationalité du prix par rapport au marché physique, et donc on pourrait avoir une correction en ce sens dans les prochaines semaines. On a également du côté de l'offre et de la demande une très forte destruction de la demande par rapport à la production qui elle a rebondi. Vous pouvez le voir sur cette courbe en haut. Donc vous avez la courbe rouge ici, c'est la production, la courbe noire c'est la transformation. Et donc vous pouvez constater que la production a fortement rebondi et donc l'offre est passée au-delà de la demande qui est matérialisée par les besoins de transformation. Alors on a également des réserves chez l'ICI qui sont en train de rebondir et qui ont atteint leur niveau le plus haut depuis décembre.
Au niveau du maïs, on a également une très forte influence des politiques douanières de la part des États-Unis. Le transport est complètement à l'arrêt et cela a une forte pression sur les prix. Vous pouvez le constater sur ce graphique. Alors en fait, le maïs est probablement le grain produit par les États-Unis qui est le plus affecté par ces politiques tarifaires, puisque la majorité des exportations ont lieu vers le Mexique, le Canada, la Chine et le Japon. Donc les trois premiers ont été frappés de politiques très restrictives en matière de tarifs douaniers, et cela se voit par le fait que les producteurs refusent de transporter refusent d'exporter leur production. On a environ 11 millions de tonnes qui sont en attente de transport, si jamais cette situation venait à se poursuivre, eh bien les ventes conclues pourraient potentiellement même être annulées. Si on regarde les positions longues de la part des spéculateurs, eh bien on a une forte baisse des positions longues, ce malgré que le WASD nous a indiqué qu'il y aurait éventuellement une baisse des stocks à venir. Voilà, donc ce rapport sera rendu prochainement, mais pourrait nous indiquer comment est-ce que l'offre se situe par rapport à la demande, et cela pourrait un peu contrebalancer ces événements conjoncturels. On rappelle qu'au début de l'année, les exportations étaient en hausse de 33% à 29,08 millions de tonnes, et c'est probablement un effet d'anticipation d'application des tarifs douaniers. On a un rapport sur les anticipations de plantation par les fermiers américains qui devrait paraître à la fin du mois, actuellement les investisseurs pourraient attendre que les fermiers américains ont largement réduit leur récolte de maïs au profit du soja. Et nous finissons maintenant avec le pétrole. Alors, je rappelle que les États-Unis, et notamment Trump, avaient le projet de constituer une réserve stratégique de pétrole pour les États-Unis. Elle est très importante, cette réserve stratégique, parce que vous pouvez le voir sur le graphique, le total des réserves de pétrole aux États-Unis sont quasiment égaux entre la réserve gouvernementale et les inventaires hors réserve. Alors on a un petit problème, c'est que le pétrole a quand même fortement baissé il est très difficile pour Trump de mettre à bien sa politique de drill baby drill, puisque les producteurs de pétrole ne sont pas rentables, en tout cas sont très peu rentables à ces niveaux de prix. Donc voilà, on pourrait avoir une mise à mal de cette politique et des ambitions de Trump vis-à-vis de l'augmentation de l'offre de pétrole pour faire baisser les prix. Mais en tout cas pour l'instant, le secrétaire à l'énergie reste assez confiant sur les chances de succès de cette politique. Il a indiqué que près de 20 milliards de dollars devraient être investis pour approvisionner la réserve stratégique. Et si jamais le baril de pétrole se maintenait aux environs des 70 $, dans ce cas-là, les États-Unis seraient en mesure d'acheter 285 millions de barils, ce qui représenterait un remplissage presque total de ce qui est actuellement prévu en termes de réserve stratégique de la part du gouvernement. Toutefois, on n'aurait pas non plus un choc massif au niveau de la demande, puisque au rythme actuel, l'achat devrait être étalé sur une douzaine d'années à peu près. Du côté de l'OPEP+, on a une volonté d'augmenter la production, de rétablir en tout cas les coupes de production de 138 000 barils par jour à partir d'avril, donc c'est à nouveau un facteur qui va influencer l'offre. Du côté de la limitation de l'offre, on a les États-Unis qui continuent d'œuvrer pour limiter les exportations de pétrole par l'Iran. Ils devraient prochainement mettre en place des blocus et une augmentation des inspections des cargos en provenance de l'Iran. Donc voilà, ça conclut notre émission, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à commenter la vidéo, à la liker, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.